mardi, l'ambassade des États-Unis au Togo vous a appelé pour, on ne sait pas si c'est un dialogue, une réunion privée, etc. C'était quoi au juste? Oui, c'est vrai, nous avons eu des discussions avec l'ambassade des États-Unis et je crois la semaine passée. Et effectivement, il avait suggéré une rencontre informelle entre les acteurs politiques. Et ce qui était convenu, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un lieu où, ce n'était pas un dialogue en réalité, où on viendrait, où chacun exposerait sa position sur un certain nombre de points. Et nous avons compris peut-être simplement pour permettre que les uns puissent simplement écouter les autres. On ne pouvait pas dire vraiment que c'était un dialogue. Et ensuite, on ne peut même pas dire que c'était un cadre qui prépare le véritable dialogue, parce qu'il a fait de manière informelle et probablement que peut-être les gens en s'écoutant, on pourrait avoir la chance d'évoluer par la suite. Et je crois que c'est ce qu'initialement nous avons compris donc, de cette initiative. Mais par la suite, je crois qu'il y a eu d'autres éléments avec d'autres acteurs qui sont intervenus et on a fini par comprendre qu'il se peut qu'on glisse vers le dialogue. Et on a estimé dans ces conditions que si c'est vraiment un dialogue tel que nous le suggérons, nous souhaitons qu'il doit être préparé, alors il faudrait que les choses se fassent de manière beaucoup plus formelle, de manière beaucoup plus... que cela soit préparé de manière beaucoup plus sérieuse. Et donc, c'est justement pour cette raison que, quand bien même initialement, nous avions exprimé notre idée, notre volonté de participer, après les évolutions surtout dans la journée de lundi, et quand nous avons compris qu'il pourrait y avoir confusion, et le mardi matin après discussion finalement, on avait décidé de ne plus continuer. Parce qu'effectivement, vous avez vous-même vu le flou qui semble finalement entourer donc, cette rencontre. On n'a pas très bien compris par la suite ce qui s'était passé. Voilà. Oui, alors, votre parti est membre du FRAC, mais le FRAC s'y est opposé à ces genres de rencontres. Est-ce que vos collègues, qu'est-ce qu'ils ont dit après votre sortie? Non, disons que... Surtout la ANC que nous connaissons être, ou ce que les autres disent. À ce que je sache, initialement, l'ANC n'avait pas dit non, initialement. Et c'est justement dans leur rencontre de la journée de lundi, bon, c'est vrai que je ne suis pas habilité à parler au nom de l'ANC, mais nous avons quand même eu à échanger. Et c'est surtout dans la journée de lundi, quand bien ils avaient eu initialement l'intention peut-être aussi de le faire, ou à un moment donné, ils ont pu penser qu'ils pouvaient le faire. Donc je crois que dans la journée de lundi, et ils ont compris effectivement que la façon dont les choses étaient organisées ne répondait pas véritablement à ce à quoi ils pouvaient s'attendre. Et vous savez, le FRAC est une entité, c'est vrai, nous avons plusieurs partis politiques au sein du FRAC, mais si ce sont les partis politiques qui y vont, c'est différent. Quand on dit le FRAC, c'est un ensemble. Et je crois que c'est vrai qu'Adi finalement y a participé, mais disons que cela ne remet pas quand même en cause la position générale du FRAC, qui est que nous sommes totalement ouverts au dialogue, mais nous voulons vraiment d'un dialogue bien organisé, un dialogue bien structuré, qui puisse permettre au Togo de sortir donc de cette difficulté. Oui, en tant que juriste, la fois passée, les cellules du peuple ont eu à modifier la loi organique liée à la presse. Et quelle lecture faites-vous en tant que juriste? Quels sont les inconvénients de cette modification? Vous savez, il y a parfois des questions d'opportunité, mais aussi des questions de constitutionnalité des textes. Et là, je voudrais d'abord prendre position par rapport à la constitutionnalité. Et je crois que l'article 26 de notre Constitution dit clairement que l'interdiction d'une publication ne peut se faire que par une décision de justice.
Et si la Constitution le dit ainsi, et qu'on voudrait que ce soit le juge qui puisse interdire l'apparition d'une publication, c'est parce que le juge jouit d'un statut particulier qui lui permet d'être indépendant. Et cette indépendance, c'est dans l'intérêt du justiciable et qui devrait donc permettre, donc cette indépendance devait permettre l'impartialité du juge. Et c'est justement pour protéger la liberté d'expression et que ce pouvoir a été reconnu au juge. Et le texte qui a été adopté, semble-t-il, permet aujourd'hui à la HAC de pouvoir, pour des raisons d'urgence, suspendre, je crois qu'ils ont parlé de mesures conservatoires, suspendre donc des publications. Et je dis que c'est une solution, une situation d'abord dangereuse, mais aussi une situation qui n'est pas conforme à notre Constitution. Et il semblerait que l'objectif, c'était de pouvoir, dans des situations d'urgence, prendre un certain nombre de mesures conservatoires. Et le droit n'ignore pas l'urgence. Et lorsqu'il y a une situation d'urgence, c'est le juge des référés, normalement, qui tranche les situations d'urgence en droit. Et on aurait pu peut-être dans ces conditions voter une loi permettant peut-être de saisir le juge qui sera obligé de statuer peut-être dans les 24 heures, c'est possible, ou peut-être davantage également, et chercher un délai plus court, c'est encore possible. Et dans ces conditions, on aurait pu tout au moins respecter la Constitution, de sorte que cette possibilité d'interdiction ne soit reconnue qu'au juge. Et donc en ce moment, et après cette suspension peut-être du juge, on pourrait continuer la question au fond. Mais reconnaître ce pouvoir à la HAC, ça pose à notre avis d'énormes difficultés, puisque la HAC n'est pas un organe juridictionnel. Et dans ces conditions, nous pensons que relativement, donc, ou bien sur le plan de la légalité ou de la constitutionnalité, et la loi qui a été votée ne nous paraît pas conforme à notre Constitution. Et il semblerait qu'ils se sont fondés sur l'article 130 qui permet donc au pouvoir, qui permet à la HAC d'exercer un pouvoir, disons, disciplinaire, semblerait-il, ou plutôt de permettre aux journalistes de respecter la déontologie, veiller à ce que la déontologie soit respectée. Voilà, je n'ai pas le texte devant moi, bien évidemment, mais nous disons que l'article 130 même ne donne pas ce pouvoir à la HAC. Et l'article 26 dit clairement ce qui ne peut pas être fait, ou ce qui ne doit pas être fait. Et ce qui ne doit pas être fait, c'est qu'on ne peut pas suspendre donc une publication si ce n'est pas une décision de justice. Et c'est une violation de notre Constitution. Puis, maître, la dernière question, le pouvoir parle des dérives de la presse. Qu'appelle-t-on juridiquement dérive? Non, le mot dérive, à proprement parler, n'est pas une expression juridique. Vous savez, le droit prévoit parfois des infractions précises. Et s'il y a par exemple une diffamation par voie de presse, la loi prévoit également ce qu'il convient de faire. Et donc, peut-être dérive ou dérapage, ce ne sont pas des expressions purement juridiques. S'il y a des infractions qui sont prévues, il faut qu'on dise que telle infraction a été commise. Et en ce moment, bien évidemment, la loi sanctionne. Si c'est une infraction, c'est-à-dire que le fait est prévu et sanctionné par la loi. Et si ce n'est pas une infraction, et c'est simplement, ce sont des atteintes ou des dommages qui sont causés sur le plan civil, là également, nous avons des textes qui doivent permettre la réparation du préjudice subi. Donc, ce sont des questions de responsabilité civile en ce moment. Donc, quand on parle de dérive, écoutez, le mot dérive, à notre avis, n'est pas une expression juridique. C'est vrai, c'est un mot français, mais ce n'est pas une expression juridique. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie.